Il y a des rires qui ne ressemblent à rien d'autre qu'à une sentence. Pas le rire gras du mépris ordinaire, non. Quelque chose de plus froid, plus précis. Comme une lame qu'on pose à plat sur la peau, juste pour que tu en sentes le métal. Emmerich avait ce rire-là. Il l'avait perfectionné au fil des années, comme un orfèvre affûte un outil inutile, mais beau. Et ce soir de mars, dans la cuisine de cette maison que j'avais choisie, décorée, habitée de toute mon âme avant qu'il en fasse sa forteresse juridique, il m'a regardé avec ce sourire de nacre froide et il a dit « Tu n'as aucune issue, Maïwenn, zéro. Tu pars avec tes mains et les vêtements que tu portes. » J'ai posé ma tasse sur le marbre gris perle, lentement. Pas parce que j'étais calme. Mon sternum ressemblait à une chambre d'écho où quelqu'un frappait du poing. Mais parce que la lenteur était le seul langage qu'il ne savait pas décoder. Je l'ai regardé, pas dans la direction de ses yeux, dans ses yeux. Au fond, là où les hommes comme Emmerich Vast gardent leur peur emmurée derrière plusieurs couches de certitude. « Regarde-moi bien partir », j'ai dit. Il a ri encore, plus fort, comme si c'était la réplique la plus délicieuse qu'il ait entendue depuis longtemps. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais cessé de partir pour aller quelque part. J'avais commencé à partir pour les laisser, lui, dans un filet dont il avait lui-même tissé les mailles. Revenons au début, ou plutôt à ce que j'appelais le début, avant de comprendre que tout avait déjà commencé bien avant que je le remarque. Emmerich et moi nous sommes rencontrés dans une ville frontière que les cartes géographiques semblent oublier entre deux plis, Dornheck, une bourgade alsacienne qui sent le houblon et la rancœur ancestrale selon les saisons. Lui travaillait dans la gestion de patrimoine. Moi, je venais d'ouvrir une petite ébénisterie artisanale héritée de mon père, Rouault, mort d'un cancer du poumon avec la discrétion des hommes qui ont passé leur vie à ne pas déranger. J'avais 31 ans, j'avais des dettes modestes et une fierté démesurée, ce qui est peut-être la définition exacte de la jeunesse. Emmerich était séduisant de cette façon particulière aux hommes qui savent écouter sans jamais vraiment entendre. Il posait des questions, prenait des notes mentales, construisait une cartographie de qui tu étais, et cette attention ressemblait tellement à de l'amour que pendant 2 ans, je n'ai pas vu la différence. On s'est mariés au printemps, dans une salle communale qui sentait la vieille pierre et les chrysanthèmes mal assortis. Wivine, ma meilleure amie depuis le lycée, portait une robe couleur tabac et pleurait de joie avec l'enthousiasme légèrement excessif de quelqu'un qui a de mauvaises prémonitions. Elle ne m'a rien dit. Elle me le dira plus tard, bien plus tard. Je voyais comment elle te regardait. Pas comme un homme regarde une femme qu'il aime, comme un comptable regarde une colonne de chiffres dont il veut vérifier qu'elle est à lui. Le premier acte de disparition a été si doux que je n'ai pas senti la main sur l'épaule. Emmerich gérait les finances du foyer parce qu'il y avait davantage de compétences de ce côté-là. Ça semblait logique. Ça me libérait du temps pour l'atelier. Puis il a suggéré que l'ébénisterie fonctionnerait mieux si on restructurait les parts sociales, pour des raisons fiscales. J'ai signé. Puis il y a eu la maison, achetée ensemble, mais mise à son nom à lui. Une seule signature pour simplifier le crédit. Le banquier était un ami. Tout allait plus vite comme ça. J'ai signé. Puis les véhicules. Puis le compte joint vidé sur un compte à lui seul, pendant que je récupérais les factures d'eau. Entre chaque acte notarié, il y avait des mois entiers de tendresse calculée. Des week-ends dans des auberges perdues sous les Vosges, des dîners tardifs à refaire le monde avec une bouteille de pinot gris, des nuits où il posait la tête sur mon ventre et où je pensais que j'avais eu tort de douter. La violence tranquille ne ressemble pas à ce qu'on nous montre dans les films. Elle ressemble à une succession de belles journées dont tu ne remarques pas qu'elles t'ensevelissent. L'isolement, lui, était arrivé par couches, comme une sédimentation. D'abord, Wivine lui avait déplu, expression pudique qu'il employait pour désigner les gens qui le rendaient transparent. Puis ma cousine Roselys, qui avait osé lui demander pourquoi l'ébénisterie n'était plus à mon nom. Puis les collègues de l'atelier, les uns après les autres, remplacés par des employés qu'il choisissait et dont il contrôlait les contrats. Jusqu'à ce que mon cercle social se réduise à des gens qui me connaissaient uniquement à travers lui. Le jour où j'ai compris que j'étais seule, vraiment seule de cette solitude qui ne fait pas de bruit parce qu'il y a du monde autour. C'était un mardi d'octobre, 3 ans après le mariage. Je venais de raccrocher avec Roselys après une conversation de 17 minutes au cours de laquelle j'avais défendu Emmerich contre elle. Et en posant le téléphone, j'avais pensé, depuis combien de temps est-ce que je parle avec sa voix à lui? Cette pensée avait la texture d'une écharde, petite, plantée profond. La chose qu'on ne dit pas assez sur les femmes qui sortent de ce genre de mariage, c'est qu'il ne s'agit pas d'un moment de courage.
Il s'agit d'une longue accumulation de clarté. Chaque lucidité nouvelle est une graine. On n'en voit pas la germination. Et puis un matin, tu te lèves et tu réalises que tu es entouré d'une forêt. Ma forêt a commencé à pousser le soir où j'ai fouillé dans les archives numériques de l'ébénisterie, par hasard, pour un fournisseur qui me réclamait un ancien bon de commande, et où j'ai vu ce qu'Emmerich avait fait des marges de l'atelier depuis 5 ans, des virements discrets, réguliers, vers une société holding dont je n'avais jamais entendu parler. Pas des sommes astronomiques, des sommes patientes. Des sommes qui, additionnées, représentaient l'essentiel de ce que j'avais apporté dans ce mariage. J'aurais pu exploser, j'aurais pu confronter, j'aurais pu appeler un avocat le lendemain matin. Je n'ai rien fait de tout ça. À la place, j'ai fermé l'ordinateur, j'ai bu un verre d'eau, et j'ai compris, avec une clarté presque géométrique, que si je réagissais maintenant, avec la rage que je portais dans les poumons comme de la fumée noire, je perdrais. Emmerich avait tout préparé depuis longtemps. Il attendait probablement que je découvre, que je craque, que je commette l'erreur d'agir sans filet. Alors je suis allée me coucher à côté de lui. J'ai regardé le plafond et j'ai commencé à bâtir. Weaving, que j'avais lentement, patiemment réintroduite dans ma vie par fragments, un café ici, un texto là, en veillant à ce qu'Emmerich n'en mesure pas la fréquence, était experte comptable. Elle m'avait dit une fois, en plaisantant à moitié, « Les hommes comme ça ont toujours un talon d'Achille financier. On le trouve dans ce qu'ils ont cru si bien caché que personne ne penserait à regarder. » Elle a regardé, elle a trouvé. La holding d'Emmerich, vaste and consort, avait une irrégularité que son comptable habituel, un homme de confiance depuis 15 ans, donc un homme qui couvrait sans poser de questions, avait laissé se reproduire d'une façon qui, sous l'œil d'un auditeur extérieur non prévenu, constituerait ce que Vivine appelait avec son élégance technique un abus de bien social doublé d'une fraude fiscale caractérisée. Pas une erreur, pas une maladresse, un système. En parallèle, j'avais pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit du patrimoine conjugal. Son nom était Terence Albayrak. Cheveux gris coupés nets, regard de femme qui a vu trop de contrats mal lus pour avoir encore la patience des euphémismes. Elle m'a écoutée pendant 2 heures sans m'interrompre. Puis elle a dit « Il a commis plusieurs erreurs. La première, c'est de vous avoir cru incapable de les trouver. La deuxième erreur d'Emmerich, et celle-là, c'est moi qui la lui avais tendue sans qu'il le sache, concernait l'atelier lui-même. Quand il avait restructuré les parts sociales, il avait fait appel à un notaire, maître Gontag Serris, dont la réputation d'efficacité reposait essentiellement sur sa vitesse d'exécution. Cette vitesse avait produit une anomalie dans la rédaction des statuts. Une clause de réversion, insérée en référence à un article ancien du Code civil, que la loi de 2019 avait modifié et que personne n'avait actualisé. Terence m'avait regardé avec quelque chose qui ressemblait presque à de la tendresse professionnelle. Cette clause, dans la version actuelle du droit, vous restitue la cogérance de l'ébénisterie dès lors que vous démontrez un apport initial supérieur à 50% du capital, ce que vous avez manifestement fait. 53,4% pour être exact. Calculé à partir des livres de compte de mon père que j'avais conservés dans une boîte à chaussures au fond d'un placard que, par un heureux caprice, Emmerich n'avait jamais daigné ouvrir parce qu'il contenait des vieilleries sentimentales. Les vieilleries sentimentales. Il ne savait pas qu'elles portaient des numéros de série. Pendant les 6 mois qui ont précédé ce soir de mars, j'ai appris à vivre en 2 temporalités simultanées. Il y avait le temps visible, celui d'une femme légèrement distante mais fonctionnelle, qui préparait les repas, répondait aux mails, accompagnait son mari à des dîners d'affaires en souriant aux bonnes personnes. Et il y avait le temps souterrain, celui des rendez-vous chez Terence, des échanges codés avec Weaving, des dossiers numérisés et chiffrés sur un téléphone qu'Emmerich n'avait jamais vu parce qu'il n'avait jamais eu la curiosité de regarder dans la boîte à gants de ma voiture. Il y avait quelque chose d'étrange à construire sa libération depuis l'intérieur de sa cage, comme tisser une corde en utilisant les barreaux eux-mêmes pour la tendre. Les rares moments où j'avais peur, une peur froide, intestinale, la peur de se tromper, d'avoir mal calculé, je pensais à mon père Rouault, à ses mains de charpentier sur le bois, à cette phrase qu'il répétait quand une pièce résistait. Le bois ne ment pas. Si tu respectes son grain, il te montrera la direction. J'avais respecté le grain. La semaine avant le soir de mars, j'avais déposé la requête de divorce auprès du tribunal. Terence avait également transmis, par voie officielle, les éléments concernant Vaste et consorts à l'administration fiscale compétente. Une procédure distincte de notre séparation, parfaitement légale, initiée non pas par moi, mais par un tiers informé, Weaving, agissant en qualité d'experte comptable, ayant détecté des anomalies dans des documents consultés dans le cadre d'une mission tierce. Ce point était crucial. Je n'étais pas la source officielle, je n'avais pas à l'être.
Emmerich avait reçu un courrier recommandé ce matin-là, je le savais. Je l'avais regardé le signer, sans réaction de ma part, avec l'attention d'une femme qui épluche des carottes. Il était allé s'enfermer dans son bureau pendant 2 heures. Puis il était ressorti, le visage recalibré sur le registre de la certitude tranquille, ce masque qu'il portait quand quelque chose le déstabilisait, mais qu'il n'admettrait jamais. Il m'avait rejointe dans la cuisine. Il s'était versé un whisky sans m'en proposer, et il avait commencé à parler. Il m'avait expliqué, posément, presque pédagogiquement, que j'avais peut-être eu vent de certaines choses, que je croyais peut-être avoir des leviers, mais que la réalité juridique de notre situation était d'une clarté absolue. La maison était à son nom, l'ébénisterie à son nom, le compte commun soldé, et le seul avocat de la ville compétent en droit du patrimoine était un ami à lui depuis 20 ans. Je n'avais aucune issue. C'est là qu'il a ri, et c'est là que j'ai répondu. C'est que je n'ai pas dit ce soir-là, parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être dites pour être entendues. Thérence n'était pas l'avocat de la ville. Elle venait de Strasbourg. Elle avait plaidé pendant 17 ans devant des juridictions commerciales et connaissait la holding d'Emmerich mieux que lui désormais. L'ami d'Emmerich, maître Lorcan Fate, avait en effet une réputation locale solide, mais une réputation locale n'impressionne pas un tribunal correctionnel. Ce que je n'ai pas dit non plus, la requête de divorce comportait une demande de saisie conservatoire sur les biens professionnels, accordée la veille par le juge des référés. La maison, le véhicule, les comptes de la holding, tout était gelé depuis 9 heures du matin. Emmerich avait signé le recommandé sans lire ce qu'il contenait, parce qu'il n'avait pas imaginé une seule seconde que le document pût représenter une menace réelle. Ce que je n'ai pas dit enfin, j'avais déjà quitté la maison. Pas ce soir-là, en claquant la porte avec un sac à dos, bien avant. J'avais loué, 2 mois plus tôt, un appartement à Mulhouse sous le nom de mon père, une procuration établie du vivant de Rouault pour des raisons successorales que j'avais conservée et qui était toujours valide. Mes affaires essentielles y étaient, mes documents originaux, ma boîte à chaussures, mes outils de l'atelier que j'avais récupérés un à un, lentement, sur plusieurs semaines, en disant que je les emmenais faire réviser. Quand je suis sortie de cette cuisine, j'ai pris ma veste sur le porte-manteau, un geste ordinaire. La veste beige que je portais les jours de semaine, celle qu'il ne remarquait plus. J'ai fermé la porte d'entrée sans la claquer. J'ai entendu son rire encore une fois, depuis l'intérieur, parce qu'il croyait que je sortais fumer une cigarette sur le perron. J'avais repris cette habitude depuis quelques mois, stratégiquement, ou que j'allais pleurer dans la voiture avant de revenir, tête basse, réaliste. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus de larmes pour cette maison-là. Je les avais toutes dépensées il y a longtemps, dans la salle de bain du premier étage, un robinet ouvert pour couvrir le bruit. Les 3 semaines qui ont suivi ont eu la densité particulière des choses qu'on attendait depuis longtemps et qui, quand elles arrivent, sont à la fois exactement comme prévu et légèrement irréelles. Le juge a confirmé la saisie. Thérence a déposé les pièces comptables. Wivine a témoigné. L'administration fiscale a ouvert une enquête préliminaire sur Vaste et consorts. Une procédure distincte, longue, mais en cours. La clause de réversion sur l'ébénisterie a été reconnue valide en première instance. L'atelier, mon père, ses mains, ses livres de compte numérotés, mes revenus. Emmerich a tenté 2 fois de me joindre. La première par texto, on peut régler ça entre nous. La deuxième par l'intermédiaire de maître Fate, qui avait appelé Thérence pour lui proposer un arrangement à l'amiable dans l'intérêt de toutes les parties. Thérence lui avait répondu avec une politesse alsacienne extrêmement précise que sa cliente n'avait aucun intérêt à traiter en dehors du cadre judiciaire. Je n'ai pas répondu à ces messages. Non par vindicte, la vindicte est épuisante et je commençais à avoir besoin de mon énergie pour autre chose. Mais parce que tout ce que j'aurais pu lui dire, les faits le disaient mieux que moi. Il avait construit une cage. Il en avait lui-même scellé les barreaux avec des documents notariés, des failles comptables et une foi absolue dans l'idée que je ne savais pas regarder. Et ce faisant, il avait construit, sans le savoir, les fondations de sa propre défaite. Parce que chaque acte de mainmise laisse une trace, chaque signature révèle une intention, et les intentions, devant un tribunal, ont une valeur redoutablement précise. Je vis maintenant dans l'appartement de Mulhouse. Il est petit, orienté nord, et les fenêtres donnent sur une cour intérieure où un voisin fait pousser des tomates en pot avec une obstination que j'admire. L'atelier a rouvert sous mon nom seul. J'ai un employé, Sotigui, un jeune ébéniste malien qui restaure les meubles anciens avec une délicatesse qu'aucune école ne peut enseigner. Wivine vient dîner le vendredi. On parle de tout et de n'importe quoi, et parfois on rit tellement fort que le voisin aux tomates frappe au plafond. Je ne dis pas que je suis guérie.
Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Il y a des matins où je cherche encore la fissure dans le mur, cette habitude des femmes qui ont trop longtemps vérifié que l'espace était sûr avant d'y entrer. Il y a des soirs où je ne peux pas encore nommer tout ce qu'Emmerich a pris qui ne figure sur aucun document notarié. Des années, des certitudes, une certaine façon d'occuper une pièce sans m'excuser. Mais je travaille le bois, je lis le grain, et le bois, comme disait mon père, ne ment pas. Emmerich avait dit que je n'avais aucune issue. Il avait raison dans un seul sens. Je ne cherchais pas une issue. Je construisais une porte. Si cette histoire t'a touché, clique sur le pouce bleu et abonne-toi. Tu ne rates rien de ce qui compte vraiment.